Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la situation au Venezuela. Je vais commencer par résumer un petit peu ce que tout le monde sait déjà, c'est-à-dire que les États-Unis ont attaqué le Venezuela il y a une dizaine de jours. Ils ont kidnappé Maduro et sa femme, et tout ça fait suite en fait au renforcement de l'embargo par les Américains et à l'assassinat d'une centaine de pêcheurs. Du coup, les Américains ont torpillé leur bateau en accusant les pêcheurs d'être des narcotrafiquants. Alors c'est pas la première fois que les États-Unis ils tentent un coup d'État au Venezuela. Ils avaient déjà fait le coup en 2002. À l'époque, ils avaient kidnappé Chavez pour le remplacer par un gouvernement fantoche pro-américain. Et en fait, ce gouvernement, il n'avait pas tenu longtemps du tout parce qu'il y avait eu un énorme mouvement de masse au Venezuela qui avait obligé les États-Unis à retourner Chavez. Du coup, dans cette vidéo, on va aborder deux questions. La première, c'est l'agression impérialiste au Venezuela en tant que telle, et tout ce qu'elle va révéler sur l'hypocrisie de nos impérialistes et de nos régimes en Occident. Et ensuite, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé depuis 2002, et pourquoi les États-Unis aujourd'hui, ils peuvent faire contre Maduro ce qu'ils avaient échoué contre Chavez à l'époque, il y a 20 ans. Alors pour commencer, je vais passer rapidement sur la question de la lutte contre la drogue, que beaucoup de gens ont déjà démonté. On entend que le Venezuela, c'est pas le premier exportateur de drogue aux États-Unis, ce qui est vrai, les États-Unis le savent très bien. Mais en fait, super rapidement, les États-Unis et Trump, ils ont complètement lâché en fait l'histoire de la drogue et du narcotrafic. En fait, avoué directement que ils étaient là pour le pétrole, ils étaient là pour les intérêts des États-Unis, et que ça avait rien à voir avec une histoire de narcotrafic, de drogue, etc. En fait, ici, on n'a même pas besoin de dévoiler ce qui va se cacher derrière les belles phrases sur la démocratie, etc. Vous connaissez un peu les blagues en mode les Américains, ils amènent la démocratie partout où il y a du pétrole, puisque là, le gouvernement américain, en fait, il le dit directement, on est là pour contrer les intérêts des Chinois et des Russes. Et en fait, tout ce qu'on dit globalement, c'est des prétextes pour défendre nos intérêts, parce qu'on est les plus forts et qu'on peut le faire. Et du coup, ça c'est quelque chose qui plaît pas au gouvernement européen, évidemment, parce que en fait, normalement, la règle dans nos régimes, c'est quand on défend des intérêts impérialistes, en fait, on est censé les déguiser derrière la lutte pour la démocratie, pour la liberté. On n'est pas censé dire directement et clairement ce qu'on est en train de faire. On est censé un peu planquer le truc. Et ça les embête beaucoup parce que ce que fait Trump, ça dévoile en fait la brutalité de leur propre politique. Ça dévoile en fait ce qu'ils font vraiment, mais de manière claire en fait aux yeux du monde, sans artifice, quoi. C'est-à-dire que ce qui se passe au Venezuela, ça se rajoute à ce qu'on a déjà vu à Gaza. C'est-à-dire que pour nos gouvernements, le droit international, c'est pas vraiment une règle, c'est plus une sorte de guide. Le code est plus une sorte de guide général qu'un véritable règlement. Et ça, c'est pas quelque chose qu'ils sont censés avouer, c'est pas quelque chose qu'on est censé dire directement normalement. Parce que derrière, en fait, eux, ils ont une propagande à défendre envers les masses de leur pays pour expliquer, par exemple, que lorsque Poutine attaque l'Ukraine, là, c'est un crime contre l'humanité, mais lorsqu'on a Netanyahou qui génocide les Palestiniens, là, c'est juste des actes un peu excessifs en termes de violence de la part d'un allié de la France et des États-Unis. Et maintenant que Trump fait la même chose que Poutine au Venezuela, du coup, ils sont bien emmerdés pour expliquer qu'en fait, ils vont pas prendre la moindre sanction, il y aura pas de mandat d'arrêt international. En gros, tout ce qu'ils ont demandé contre Poutine parce que c'était un adversaire de leurs intérêts, quoi. Par exemple, tout le monde sait que Raphaël Glucksmann, il va pas demander l'envoi de troupes françaises pour protéger le Venezuela comme il le fait en permanence pour la guerre en Ukraine. Pareil, lorsque les défenseurs de la démocratie demandent à ce que si Poutine passe au-dessus d'un pays étranger, il faut qu'il soit arrêté, mais Netanyahou, on peut le laisser passer, et Trump, on n'en parle même pas, on va même pas essayer. Et on entend pas mal en ce moment l'idée en fait que ce serait deux poids, deux mesures, qu'en gros Macron, il serait pas conséquent, par exemple, en condamnant Poutine et en condamnant pas Trump. C'est pas seulement ça, c'est qu'en fait, pour que ce soit Poutine, que ce soit Netanyahou, Trump ou Macron, pour tous ces dirigeants et pour tous ces régimes-là, pour eux, la démocratie, la lutte contre la dictature, la lutte contre le fascisme, tout ça, c'est uniquement des outils pour justifier la défense de leurs intérêts derrière. Par exemple, Zelensky, il a fait bien pire que Maduro en termes de répression depuis le début de la guerre en Ukraine, mais vu qu'il lutte contre un adversaire de la France et des États-Unis, du coup c'est un défenseur de la démocratie, contre la dictature, contre le fascisme. Pareil, le Venezuela empêche les entreprises américaines et françaises de faire du business avec son pétrole. Du coup, ça fait que son dirigeant est un dictateur qu'il faut renverser par la violence si nécessaire. Il faut dénoncer la répression des Ouïghours, parce que la Chine est un adversaire de la France et des États-Unis, mais à côté de ça, il faut surtout pas traiter le massacre des Palestiniens de génocide, parce qu'Israël est un allié de la France et des États-Unis. Dans le même délire hypocrite, ils ont même voulu donner le prix Nobel de la paix à Trump avant de se rabattre sur Maria Corina Machado, qui a participé au coup d'État contre Chavez en 2002 et qui a aussi participé à la dernière tentative de coup d'État des Américains au Venezuela. C'est-à-dire qu'ils ont filé le prix Nobel de la paix à une meuf qui passe son temps à demander une intervention militaire de la première puissance mondiale contre son propre pays. Ce qu'on vit en ce moment, c'est un vrai moment de clarification politique où le masque tombe dans nos régimes impérialistes et où, en gros, ils montrent leur vrai visage derrière la République, la démocratie, etc., etc. Et ça, c'est un contexte dans lequel le mouvement ouvrier, il peut s'enfoncer, en fait, dans cette brèche qui s'ouvre pour
dévoiler en fait aux yeux des masses la nature des régimes dans lesquels on vit, la nature de cette propagande, et pour faire tomber tout ça. Malheureusement, c'est pas ce qui se fait actuellement, puisqu'aujourd'hui en France, en fait, les dirigeants réformistes, ça va être les premiers à appeler au respect du droit, des institutions internationales, en fait au respect de toutes les institutions impérialistes et capitalistes qui sont là justement pour maintenir cette propagande, pour maintenir cette illusion aux yeux des masses. C'est-à-dire qu'au moment où les impérialistes et l'impérialiste numéro 1, les États-Unis, ils abandonnent la feuille de vigne du droit international, les derniers défenseurs, c'est les dirigeants de notre classe, les dirigeants de la classe ouvrière qui font tout pour faire tenir l'illusion en place. Par exemple, du côté de la CGT, ils ont sorti un communiqué qui dénonce une agression impérialiste et coloniale. Ça, c'est tout à fait juste. Mais en fait, seulement dans la mesure où cette agression, donc je cite, elle viole ouvertement la Charte des Nations Unies et la Constitution des États-Unis. Le rôle de la CGT, d'une organisation ouvrière en général, ça devrait pas être de défendre la Constitution des USA et de faire croire que les institutions internationales, elles sont là pour nous protéger, qu'elles sont autre chose en fait que ce qu'elles sont vraiment. En fait, ça c'est censé être la propagande du camp d'en face, de faire tenir ses propres institutions, ses propres illusions, qui font croire que voilà, c'est ce qui dirige le monde, c'est la démocratie, le droit international, les droits de l'homme, etc. Le rôle des organisations et des dirigeants ouvriers, c'est justement d'en profiter pour montrer à quel point c'est pas le cas. Du côté de Mélenchon, c'est un petit peu mieux parce que il dénonce aussi l'agression impérialiste, mais il appelle le peuple vénézuélien à se défendre les armes à la main si nécessaire, donc ça va quand même un peu plus loin. Mais derrière, en fait, par exemple, si vous regardez sur son blog, on va retrouver aussi la dénonciation de la loi du plus fort qui serait de plus en plus en train de s'imposer au niveau international par rapport à ce qu'il y aurait avant, qui serait du coup l'idée d'un droit qui protège les faibles, etc. Et que Trump essaierait en fait de substituer son droit du plus fort à ce droit qui protège les faibles, ce qui a jamais été le cas en fait, ce qui a jamais été la réalité du droit international, qui a toujours été le droit du plus fort. Encore une fois, ce type de discours, ça va pas du tout éclairer la conscience des gens sur le fait que le droit international, c'est la loi du plus fort, c'est la loi des impérialistes, comme on peut le voir au Venezuela, à Gaza, et comme on va continuer à le voir dans les années à venir. En fait, les institutions internationales, c'est pas une barrière contre Trump, contre les agressions impérialistes. Les institutions internationales, elles font partie des causes qui permettent ces attaques, qui permettent ces massacres, qui ont permis à Israël d'opprimer, de génocider les Palestiniens, et qui permettent aujourd'hui aux États-Unis d'attaquer le Venezuela en toute impunité. Et le rôle de la gauche, ça devrait être de dénoncer ces institutions, pas de les défendre. Par exemple, ça fait 20 ans que les USA, ils essaient de faire tomber le gouvernement du Venezuela sans que les institutions internationales, droit international, fassent quoi que ce soit contre ça. Et ça n'a pas commencé avec Trump, parce que si vous regardez les gouvernements démocrates de Biden, d'Obama, ils ont fait exactement la même chose que les gouvernements républicains de Bush, de Trump. En fait, ils ont essayé d'asphyxier le Venezuela pour mettre fin le plus rapidement possible à la révolution bolivarienne, surtout avec des sanctions économiques, mais aussi avec des tentatives de coup d'État. D'ailleurs, vous pouvez être sûr que Biden et Obama, ils sont tout à fait d'accord avec l'attaque américaine et tout ce qui se passe en ce moment. En fait, la seule chose qui dérange les démocrates, et ils le disent eux-mêmes, en fait, c'est que Trump, il n'a pas suffisamment prévenu le Congrès. En fait, en gros, il n'a pas assez collaboré avec eux pour attaquer le Venezuela. D'une manière générale, le droit international, ça n'a jamais été rien d'autre que la confirmation, en fait, de l'ordre du monde dirigé par les Américains. Pour conclure un peu sur cette question-là, pour les réformistes et de la manière dont ils présentent ça, c'est qu'en fait, Gaza et le Venezuela, ce seraient des accidents du point de vue du droit international. Ce seraient quasiment des exceptions dans un ordre qui devrait bien aller normalement. S'il n'y avait pas ça, et du coup il faut condamner ces pays qui enfreignent le droit international. Et ça en fait c'est un discours qui masque complètement la réalité et qui empêche de dire clairement que ce qu'on voit en ce moment, c'est le résultat du droit international, de l'ordre mondial capitaliste, et d'expliquer en fait que justement c'est parce que ça va dans ce sens-là, et que ça va continuer à aller dans ce sens-là, qu'il faut le renverser le plus vite possible, au lieu de se raccrocher au droit, à l'idée qu'il existerait une bourgeoisie progressiste qui voudrait protéger le droit international contre les brutes comme Trump, etc. Tout ça, en fait, c'est pas la réalité. Et si on regarde dans les 20, 30, 40 dernières années où le droit international était tout à fait en place, on voit que ça n'a pas empêché les États-Unis, les Européens d'intervenir, de bombarder, d'écraser des régimes, de faire des coups d'État. La guerre de Yougoslavie, elle a jamais été empêchée par le droit international. C'est quelque chose qui a tendance à s'accélérer en ce moment, mais ça a toujours été le cas en fait. Et le droit international a jamais été quelque chose de particulièrement progressiste. Du coup, je vais passer sur le deuxième point que je voulais aborder, c'est-à-dire comment le Venezuela peut se défendre actuellement. Et pourquoi le coup d'État américain, cette fois, contrairement à 2002, il n'a pas déclenché de mouvement de masse, ou en tout cas pas
à l'échelle de ce qui s'était passé lorsque Chavez avait été enlevé il y a 20 ans. Pour ça, il va falloir rentrer un petit peu plus dans la dynamique de la révolution bolivarienne qui a commencé à la fin des années 90, justement avec l'arrivée de Chavez au pouvoir. Ce mouvement-là, il a rien à voir avec le tableau qu'on nous dresse actuellement dans les médias, qui a un petit peu l'idée de dresser Chavez comme un dictateur pour essayer en fait de justifier l'intervention américaine et la chute du régime qui est issu de ce mouvement révolutionnaire-là. En fait, ce qu'on essaye de nous vendre, c'est l'idée que Chavez, il aurait usurpé la démocratie libérale du Venezuela, mais en fait sans nous expliquer ce qu'était cette fameuse démocratie libérale, en gros ce qu'il y avait avant le régime de Chavez. Justement, lorsque les médias, en fait, ils condamnent la dictature de Maduro, du régime actuel qui est issu de la révolution bolivarienne, ils précisent pas que ce qu'il y avait avant ce régime-là, c'était un régime qui était bien plus dictatorial, qui a fait bien plus de répression que le régime actuel de Maduro, et qui menait, en fait, une politique néolibérale complètement dictée par le FMI, une austérité permanente contre les Vénézuéliens. Sur le plan pur de la répression, c'est un régime qui a commis des massacres de plusieurs milliers de personnes, plusieurs milliers de morts, pour appliquer son programme d'austérité. C'est justement une des choses qui a fait que ce régime-là, il s'est effondré, qui en fait a été un des déclencheurs de ce mouvement révolutionnaire au Venezuela. Du coup, lorsque Chavez prend le pouvoir en 1998, il a un soutien massif des Vénézuéliens pour renverser cet ancien régime détesté, et il est élu démocratiquement, d'ailleurs par les Vénézuéliens. Alors ça, c'est un problème du point de vue de la démocratie bourgeoise, parce que normalement, la démocratie bourgeoise, elle n'est pas censée élire des gouvernements qui n'arrangent pas les bourgeois. Du coup, raison pour laquelle le démocratiquement élu ici ne compte pas, et les Américains ont le droit d'essayer de faire tomber le régime par tous les moyens possibles, parce que c'est une erreur, en gros, une erreur de parcours. Surtout que ce nouveau gouvernement du coup de Chavez, il va mener une politique qui va pas du tout arranger les Américains, il va nationaliser plusieurs industries, notamment l'industrie du pétrole. On a des entreprises qui vont passer sous contrôle ouvrier, et Chavez va utiliser l'argent du pétrole pour mettre en place un grand programme de réforme sociale, ce qui va lui donner une popularité énorme, encore plus que ce qu'il avait déjà dans les masses. Du coup, à ce moment-là, les Américains, alliés avec la droite et la bourgeoisie vénézuélienne, ils sont prêts à tout pour faire tomber le régime de Chavez. D'où le coup d'État de 2002, qui va échouer lamentablement face à une mobilisation massive qui vont obliger les États-Unis à backtrack, en fait, à annuler le coup d'État. Chavez, en fait, est juste trop populaire, et les masses, du coup, soutiennent trop la révolution bolivarienne. Les USA peuvent juste pas se permettre, en fait, de mettre un gouvernement fantoche qui durerait potentiellement, enfin voilà, qui tiendrait que quelques jours, et c'est ce qui s'est passé en fait au final. En fait, en attaquant le Venezuela et en rendant pas Chavez en 2002, les États-Unis, ils risquaient extrêmement gros, ils risquaient de propulser la révolution plus loin, et c'est un truc qu'on voit dans beaucoup de révolutions. Les révolutions ont souvent besoin du coup de fouet de la contre-révolution, et c'est exactement ce qui s'est passé en 2002, parce qu'en fait, lorsque Chavez va être libéré, c'est à ce moment-là qu'il va multiplier les références au socialisme, qu'il va y avoir plusieurs nationalisations supplémentaires, et que Chavez va déclarer que la révolution bolivarienne va vers le socialisme. Du coup, c'est pas une énorme réussite de la stratégie de coup d'État et d'attaque directe des États-Unis, parce que ce qu'ils ont provoqué, c'est qu'un État voisin avec une direction réformiste se trouve d'un coup à parler de socialisme dans quasiment tous ses discours. Du coup, les États-Unis vont changer de stratégie et ils vont opter pour un étranglement économique du Venezuela, un isolement commercial, et ils vont multiplier les sanctions, ce qui fait qu'aujourd'hui le Venezuela, c'est un des pays qui subit le plus de sanctions économiques dans le monde. Et c'est certain que ces sanctions, elles n'ont pas aidé la révolution bolivarienne, elles ont même poussé donc, à ce que le régime devienne ce qu'il est aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus penser que les sanctions américaines à elles seules, elles ont suffi à mettre un stop à la révolution. Même si les États-Unis savaient très bien ce qu'ils faisaient, le ralentissement, en fait, l'enlisement de la révolution, il est venu de l'intérieur de la révolution, en fait, de la dynamique de la révolution bolivarienne. C'est-à-dire que malgré toutes les déclarations de Chavez sur le socialisme et les nationalisations qu'il y avait eu dans les années 2000, en fait, ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. Le contrôle ouvrier qui était promis et qui était promu à un certain stade va pas s'étendre. Au contraire, en fait, on va avoir une limitation des entreprises contrôlées directement par les ouvriers, et les secteurs nationalisés, ils vont être placés de plus en plus sous le contrôle de l'État et sous le contrôle de la bureaucratie. En fait, il y a même des entreprises où les ouvriers avaient gagné le contrôle du coup sur l'entreprise, ils avaient obtenu de l'État le contrôle. Lorsque les ouvriers ont découvert en fait comment ça allait se passer dans les faits, ils se sont rendus compte qu'en fait ils n'avaient pas du tout de pouvoir et que c'était entièrement la bureaucratie d'État qui allait garder les choses entre les mains. Du coup, les politiques qui allaient vers la gauche et vers un approfondissement de la révolution, elles vont s'arrêter progressivement, et après la mort de Chavez, le Venezuela, il va même mettre en place des politiques d'austérité et des politiques libérales
qui n'avaient pas du tout cours avant et qui vont complètement inverser la dynamique de la révolution. Ça, c'est quelque chose qui va énormément fatiguer les masses, ça va semer beaucoup de désillusions. En tant que marxiste, on dit souvent que lorsque les masses, elles entrent dans l'arène politique, elles peuvent pas y rester éternellement. Et c'est ce qui s'est passé au Venezuela. C'est-à-dire que c'est encore plus vrai quand la révolution s'enlise, quand la dynamique s'inverse, quand on a les mesures révolutionnaires qui vont céder leur place à des mesures contre-révolutionnaires. Tout ça, ça va semer énormément de désillusions, ça va énormément fatiguer les masses au Venezuela. Progressivement, en fait, le gouvernement de Maduro, il va mener une politique qui s'appuie de moins en moins sur les masses, qui était le moteur de la révolution. Et ces masses, elles vont sortir en fait du premier plan de la politique vénézuélienne. Tout l'enthousiasme qu'il y avait pour la révolution, il va commencer à s'effriter, à s'effondrer, et ça va céder place en fait à une certaine passivité. Et du coup, on se retrouve dans une situation où le PSUV, il passe d'un outil des masses révolutionnaires en mouvement à un outil de contrôle des masses qui sert à conserver la stabilité du régime et à conserver les privilèges des cadres et des bureaucrates du PSUV qui sont sortis, on va dire, avantagés par la batterie de nationalisation et de réformes qui ont été mises en place par Chavez. En termes de comparaison historique, c'est une dynamique qu'on va retrouver dans beaucoup de révolutions. On va retrouver des dynamiques similaires dans la Révolution française, dans la Révolution russe aussi. Pour la Révolution française, par exemple, on peut comparer ça à Thermidor, c'est-à-dire le moment où la bourgeoisie va décapiter Robespierre, va démarrer la terreur blanche contre les révolutionnaires. Et c'est quelque chose qu'on a eu de similaire dans la Révolution russe, avec la prise de pouvoir de Staline et de la bureaucratie, qui vont faire passer la révolution dans une phase contre-révolutionnaire. Et du coup, on va avoir les révolutionnaires qui sont traqués, le retour de choses qui avaient disparu, comme le recours au nationalisme, le recours à la religion, un retour aussi de plus en plus fort de l'oppression des femmes, sans rentrer trop dans le détail, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de ces processus. Et donc on retrouve la même chose au Venezuela aussi, où on a un arrêt de l'approfondissement de la révolution, et même un recours à des politiques d'austérité libérale, qui étaient précisément ce pourquoi les masses s'étaient mis en mouvement à l'époque, à la fin des années 90, et pourquoi Chavez était arrivé au pouvoir. Alors bien sûr, il y a de très grosses différences entre ces trois cas, et il ne faut pas non plus abuser la comparaison, mais il faut aussi pouvoir voir ces points communs, c'est-à-dire justement cet épuisement des masses qui vont se désintéresser de la situation politique, et qui du coup vont plus être disposés à défendre la révolution et à mener la révolution. C'est le moment, du coup, on va avoir cette dynamique qui s'inverse et ce passage de la révolution à la contre-révolution et à des structures qui étaient auparavant les outils des masses et les outils de la révolution qui se transforment en leur contraire et qui, d'un coup, deviennent des outils de stabilité, de répression et qui œuvrent, en fait, en réalité, contre la dynamique qu'il y avait auparavant, la dynamique révolutionnaire qu'il y avait jusqu'ici. Il faut garder en tête que tout ça, c'est des choses qui restent très complexes, des dynamiques qui sont pleines de contradictions. Par exemple, même si le régime vénézuélien il porte plus de mesures révolutionnaires, il va continuer à recevoir le soutien d'une partie des masses qui vont l'identifier comme le défenseur de ce qui reste en fait de la révolution bolivarienne. Et il y a un fond de vérité là-dedans, parce que les gens en fait ils savent très bien que si Trump il fait tomber le gouvernement du PSUV, derrière c'est pour faire tomber tous les acquis, tous les trucs qui restent en fait de la révolution bolivarienne, de la période des années 2000, de Chavez, etc. C'est-à-dire supprimer la nationalisation des entreprises et surtout privatiser le pétrole, et du coup en plus la mise en place d'un gouvernement à la botte des États-Unis. C'est pour ça que les Américains ont mis en place tout un tas d'attaques, de politiques et de sanctions qui visaient à baisser la légitimité du gouvernement vénézuélien et à le couper des masses. Et c'est pour ça aussi qu'ils jubilent en fait les Américains de voir ce gouvernement effectivement se couper des masses et devenir un régime de défense de la bureaucratie contre les masses vénézuéliennes. Parce qu'ils voient en fait la possibilité enfin de renverser ce régime. Justement, le plan des États-Unis, en fait, il visait, en étranglant le Venezuela, à sortir de l'équation les masses qui avaient sauvé Chavez en 2002. Et en ça, le fait que Maduro, il ait stoppé, mis fin complètement aux mesures révolutionnaires, c'est quelque chose qui est complètement à l'avantage, en fait, des Américains. Parce que même si on peut se dire, oui, mais c'est normal de pas mener la révolution plus loin alors que le pays est étranglé, qui subit des sanctions, etc., tout ça, ça amène à la situation actuelle où le nombre de Vénézuéliens qui sont disposés à défendre ce qui reste de la révolution est de plus en plus faible à cause du régime de Maduro et à cause de la politique qu'il mène, qui ne va plus dans le même sens que ce qu'il y avait dans les années 2000. C'est très significatif, par exemple, le fait que depuis des années, le gouvernement vénézuélien, au lieu de s'appuyer sur les masses révolutionnaires, il va préférer chercher des alliances défensives avec des pays comme l'Iran, la Chine, la Russie, contre en fait les ennemis des États-Unis pour chercher à se protéger des États-Unis. Et même si ça peut paraître être du réalisme politique, de la réelle politique, il faut garder en tête que c'est pas les systèmes de défense russes, les batteries antimissiles qui ont permis à Chavez de tenir en respect les USA
dans les années 2000. C'est les masses vénézuéliennes, c'est le soutien, la popularité en fait qu'il avait grâce à ces mesures progressistes et grâce au fait qui donnait en fait espoir aux masses vénézuéliennes que la révolution allait de l'avant et que ça allait continuer dans ce sens et que justement elles allaient continuer à bénéficier aussi des réformes sociales de ce mouvement de la révolution bolivarienne. Et du coup, même si le Venezuela de Maduro était beaucoup mieux préparé militairement que Chavez en 2002, qui s'attendait beaucoup plus à la tentative de coup d'État des Américains et qu'ils avaient effectivement acheté quand même des moyens de défense, même si par rapport aux Américains ça reste rien du tout. Maduro, il a perdu la seule arme qui pouvait lui permettre en réalité de battre les États-Unis, la popularité auprès des masses vénézuéliennes. Même aujourd'hui, alors que les US ont attaqué frontalement le Venezuela, le gouvernement du Venezuela, il veut toujours pas faire appel aux masses pour défendre la révolution. Il rechigne encore à le faire. Tout ça parce qu'en fait, ça nécessiterait une métamorphose totale du régime. Ça nécessiterait de remettre en fait les masses révolutionnaires à la tête du régime, à la tête du mouvement, et ça nécessiterait aussi la fin des privilèges de la bureaucratie, la fin de la position avantageuse qui a été acquise par les dirigeants et les bureaucrates du PSUV. C'est même assez frappant comme Delcy Rodriguez, du coup la présidente par intérim du Venezuela, elle appelle au droit international exactement comme les réformistes français, de la même manière en fait que les réformistes de chez nous. Et à côté de ça, elle essaye de calmer Trump, de collaborer avec les Américains pour essayer d'éviter que son régime tombe. Alors qu'avant son kidnapping, Maduro, il disait qu'il appellerait à la grève générale si les Américains s'en prenaient à lui, mais en fait devant les faits accomplis, la bureaucratie, elle est incapable d'utiliser cette arme, parce que en une décennie, elle a complètement fracturé sa relation avec les masses et le mouvement ouvrier, et que justement avoir recours aux masses et au mouvement ouvrier, ça nécessiterait de redonner le pouvoir aux masses au Venezuela. En fait, devant les faits accomplis, la bureaucratie, elle se retrouve complètement incapable d'utiliser cette arme contre les Américains, parce qu'en une décennie, elle a complètement fracturé la relation de confiance qu'il y avait entre les masses et Chavez dans la révolution bolivarienne. Aujourd'hui, le meilleur moyen de mettre en échec les Américains au Venezuela, ce serait de revenir aux bases de la révolution bolivarienne, qui ont fait qu'en 2002, en fait, les masses étaient tellement en mouvement et opposées à l'impérialisme américain que c'était impossible pour eux, en fait, de mettre en place un gouvernement fantoche. Et ce serait la même chose aujourd'hui. En fait, les Américains peuvent pas arriver au Venezuela et massacrer tous les Vénézuéliens. Ils sont obligés de s'appuyer sur une certaine impopularité du régime, et c'est pour ça que leur propagande se base quasiment entièrement sur ça. Du coup, si les masses prenaient à nouveau les choses en main, les Américains, en fait, pourraient absolument rien faire, comme ils ont pu rien faire contre Chavez en 2002. Et c'est exactement la même chose pour la Colombie, qui est aujourd'hui sous la menace de subir la même attaque que le Venezuela, et dont les masses commencent déjà d'ailleurs à se mettre en mouvement contre l'impérialisme américain. En fait, aucun État en Amérique latine est capable de tenir tête à la machine de guerre américaine avec son armée, et même avec quelques alliances que ce soit. En fait, la seule chose qui peut décider aujourd'hui de si l'Amérique latine va ou non être réduite à une simple colonie des États-Unis, c'est l'intervention ou la non-intervention des masses dans l'arène politique. Pour le Venezuela, la question c'est de savoir si le pays peut renouer avec l'élan du chavisme pour sauver la révolution bolivarienne comme il l'a fait en 2002. Et dans toute l'Amérique latine, l'idée c'est qu'il n'y a rien à attendre ni de puissances comme la Chine, ni du droit international, mais que là aussi, en fait, c'est les masses révolutionnaires qui peuvent mettre en échec les États-Unis et qui peuvent les battre comme ils l'ont déjà fait de très nombreuses fois dans l'histoire de l'Amérique latine et de l'impérialisme américain.